Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'Once Dito sur Médien TV. Alors nous avons 1 heure à passer ensemble et nous vous avons concocté 2 sujets. Le premier, je veux changer mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui empêche le changement? Qu'est-ce qui fait peur dans le changement? Eh bien une discussion à cœur ouvert avec 2 spécialistes sur le plateau. Ensuite, un autre sujet. Cette fois-ci, eh bien nous allons parler d'un livre, Guérison et auto-guérison, l'esprit au-delà de la médecine, et ça c'est écrit par un médecin, Dr Mustapha Noudali. Il sera mon invité en fin d'émission. Allez, je vous retrouve dans une poignée de secondes pour les détails. À tout de suite. Je veux changer, je dois changer, mais je n'y arrive pas. Eh bien, pourquoi c'est tellement compliqué? Je vous poserai la question dans un petit moment, Monsieur Jalmouni Abdelila, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute à Casablanca. Et Amal Redouane, bonjour. Bonjour. Vous êtes master coach certifié, experte de la loi d'attraction. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Beaucoup de découvertes aussi avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Donc, on y va sur ce sujet du changement. Je veux changer, je dois changer. On me dit de changer, mais je n'y arrive pas. Pourquoi le changement est tellement compliqué, Monsieur Jalmouni? Le changement est compliqué parce que nous avons nos habitudes, nos certitudes, nos repères. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand je dis certitude, ça veut dire que nous fonctionnons avec un certain nombre d'automatismes et de convictions. Quand je dis habitude, ben, ce sont des repères qui peuvent être affectifs ou organisationnels ou autres. Et c'est rassurant de fonctionner dans des choses qu'on connaît. Changer, c'est aller vers l'inconnu. Donc, à la base, c'est pour ça que c'est inquiétant. Mais par contre, peut-être qu'on peut discerner 2 sortes d'inquiétudes ou de peurs face au changement. On peut déjà parler des peurs qu'on connaît, c'est celles que je viens de dire, y compris parfois la peur d'aller à l'encontre de certaines traditions ou de certains us et coutumes de milieu dans lequel on a grandi. Mais il y a aussi des peurs dont on n'est pas toujours conscient. Les peurs dont on n'est pas toujours conscient, c'est par exemple des peurs profondément ancrées en nous depuis notre enfance, qu'on peut assimiler à une espèce d'intériorisation de l'autorité parentale. On va le dire comme ça. L'intériorisation de l'autorité parentale fait que parfois, à l'âge adulte, faire des changements qui, avec notre esprit d'adulte, peuvent nous paraître positifs, va à l'encontre de cette autorité intériorisée qu'on doit respecter. Donc ça, je pense que c'est tout un concept également à développer au fur et à mesure de l'émission. Oui. Mais par rapport à la première partie, c'est-à-dire la peur du changement, c'est la peur d'aller à la découverte d'autre chose. C'est ce qu'on appelle en fait communément la fameuse zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu. J'emploie le terme inconnu à bon escient parce qu'il me semble que chaque chose nouvelle que nous voulons faire présente une part de risque. Une part de risque, il y a quelque chose qu'on ne va pas maîtriser, il y a quelque chose qui va surgir et qui est imprévu. Donc, de façon absolument naturelle et normale, je veux insister sur le fait que c'est normal d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est normal de se poser des questions et d'avoir comme des freins par rapport à ça. L'inverse serait inquiétant, de se lancer sans avoir peur de rien. C'est un peu la différence entre la témérité et le courage, quoi. Vous êtes capable d'aller vers des choses que vous connaissez ou pas. Alors, ce qui reste quand même un peu spécial dans toute cette explication, c'est que malgré le fait de vouloir changer pour mieux, on va voir toutes ces choses à changer aussi. Parfois, c'est un comportement. Parfois, on a envie on se rebelle presque contre sa propre personnalité. Le fait de jamais pouvoir dire non aux autres. On a envie de changer. On n'y arrive pas. C'est parce qu'il y a aussi cette forme d'assurance, de confort dans ce que nous sommes, malgré le négatif de ce que nous sommes ou de la situation. Oui, alors en fait, ce qui se passe en général, c'est que, comme vous avez dit, la personne se dit que même si elle n'est pas bien dans la situation problématique, elle en connaît les tenants et les aboutissants, elle connaît les conséquences et donc elle n'a pas vraiment envie d'aller vers cet inconnu et de devoir peut-être s'adapter, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais
l'idée ici, c'est vraiment de voir, au-delà de cette peur, c'est de voir qu'est-ce qui motive le changement. C'est ça ce qui est le plus important, parce que c'est ce qui va permettre à la personne de passer à l'action et donc de sortir de cette zone de confort. Donc le pourquoi est fondamental. Pourquoi je veux changer, ok? Parce qu'en général, et c'est malheureusement le cas de pas mal de personnes, elles restent dans cette situation problématique, dans cet environnement négatif suffisamment longtemps pour qu'elles s'imprègnent justement de toute cette négativité, et qu'au moment où elles veulent passer à l'action, ben, elles remarquent qu'elles en sont incapables. Je vais d'ailleurs vous raconter une métaphore que je partage souvent, qui est relative au changement. C'est l'histoire d'une grenouille qu'on met dans une casserole. Donc on remplit la casserole d'eau, on la met sur le feu, l'eau commence à chauffer, la grenouille se rend compte qu'effectivement il y a un changement au niveau de la température de l'eau, mais elle se dit bon, jusque là ça va, donc elle essaie de s'adapter, et puis au fur et à mesure que la température de l'eau augmente, la grenouille trouve qu'elle a du mal à sauter. Ouais. Et alors, donc en fait, ça c'est une métaphore, mais si on fait le parallèle avec ce qui se passe pour nous en tant qu'êtres humains, quand on commence à percevoir un dysfonctionnement dans notre environnement extérieur, qu'il soit familial, qu'il soit dans le couple, qu'il soit relationnel, qu'il soit au travail, on se dit, ok, je vais essayer de m'adapter le mieux que je peux, peut-être que les choses vont finir par s'arranger, peut-être que ça va changer, etc. Et que malheureusement, les choses ne changent pas forcément. Et au moment où la personne se dit, bon, il faut absolument que je change, là, il se rend compte qu'elle est bien installée, voilà, empêtrée dans le problème. Dans le problème, et elle ne sait pas du tout comment faire pour en sortir. Alors ça, c'est un cas de figure, on va dire, qu'on peut solutionner. Oui. Mais il y a aussi d'autres... Parce que bon, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut tout changer? Par exemple, un aspect de notre personnalité. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de leur incapacité à dire non, tout simplement, sans penser, sans être mal perçu, pensant qu'en disant non, eh bien, on va heurter, on va blesser, on sera mal aimé, on ne sera plus accepté. Et donc, j'ai du mal à mettre, par exemple, l'incapacité à dire non dans ce que vous dites, percevoir un dysfonctionnement et en sortir. Parce que c'est peut-être toute une structuration, toute une éducation qui a donné cette façon de faire. Et donc, la personne, enfant, plus jeune, n'a pas pu s'en sortir. Enfin, on n'avait pas les outils pour. Donc, est-ce qu'on peut tout changer, M. Jarmouni? Moi, je vous réponds clairement, non, on ne peut pas tout changer. Par contre, votre question sur le non, oui, on peut apprendre à dire non. On peut apprendre à dire non. Il est clair que nous avons une personnalité qui a sa structure, qui a son architecture, sur laquelle vous pouvez faire des modifications, mais pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre. Prenez un Marocain qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis qui a émigré à l'étranger, et qui a vécu 50 ans à l'étranger sans remettre les pieds au Maroc. Il gardera toujours quelque chose de sa marocanité, des traces de culture marocaine, ne serait-ce que parce qu'il a des parents marocains, etc. Tout changer, non. Mais changer ce qui ne va pas, oui, sous réserve d'avoir de l'endurance. Absolument. Et de prendre le changement comme étant plutôt un marathon qu'une course de 100 mètres. Et prendre aussi peut-être l'objectif de changer comme déjà un bon renouveau. Oui. C'est déjà un très bon pas, décider de changer. Oui. Maintenant, comment? C'est tout un projet. C'est tout un projet. Et c'est peut-être aussi le message à passer aujourd'hui, c'est que si vous souhaitez changer, eh bien, c'est déjà une bonne prise de conscience. Et puis, construire le changement comme un projet et ne pas se dire que ça va se faire du jour au lendemain. Bon, c'est presque une conclusion, mais à partir de là, on va construire notre émission. Ce qui est très important aussi, vous l'avez dit, c'est la notion de temps. Je reviens à vous, Amala Redouane. Le temps est très important dans le changement. Oui. Alors, le temps est important, effectivement, mais il ne faut pas le
prendre comme une source de stress. Il faut vraiment prendre le temps de changer. Parce que il y a une éducation derrière, il y a des pensées et des croyances collectives, il y a quand même une certaine structure, comme a dit monsieur tout à l'heure, une structure qui est déjà présente. Et dont il va falloir prendre en compte. Maintenant, cela ne veut pas dire que je dois garder cette structure si elle ne me convient pas. Exemple typique, nos parents n'ont pas été éduqués de la même manière que nous et nous ne pouvons pas vivre dans notre époque avec l'éducation de nos parents. Absolument. Donc déjà là, ça veut dire que la structure est là, mais elle ne nous convient pas, surtout si nous avons des objectifs clairs à atteindre. Et que l'éducation qu'on a eue, ou les croyances qu'on a, ou les pensées qu'on a de la réussite et du succès est totalement différente de celle de nos parents, de nos familles ou de notre environnement dans lequel on vit, eh bien, quand on se rend compte effectivement qu'il y a ces différences et que ces différences ne nous arrangent pas parce qu'elles ne nous permettent pas d'atteindre notre objectif. Donc là, il faut faire des choix. Là, il faut faire des choix. Alors, est-ce qu'on a tous la possibilité de changer? On a dit, est-ce qu'on peut tout changer? Non, il faut du temps. Est-ce qu'on a tous la possibilité de changer? Pourquoi je vous repose la question à vous, Monsieur Germoni? Parce que vous faisiez allusion en introduction à l'intériorisation de l'autorité parentale, cette notion. Est-ce que vous pouvez la développer justement pour nous la simplifier et faire le lien avec ce que disait Amel Radouane également, quand vous disiez, Amel, il faut percevoir un dysfonctionnement. Est-ce qu'on a tous cette lucidité de percevoir un dysfonctionnement dans lequel on se trouve quand il y a cette intériorisation de l'autorité parentale? Tout le travail... Je ne sais pas si c'est complexe comme notion, mais on peut simplifier ça pour les téléspectateurs. Déjà, je prends la partie intériorisation de l'autorité parentale. Quand un enfant est un enfant, il y a ce qu'il veut, et fort heureusement pour lui, il y a ce que veulent ses parents. Ça le sécurise, ça l'empêche de faire des bêtises, ça essaye de le mettre sur la bonne voie, etc. L'enfant, durant sa croissance, n'apprécie pas forcément tout ce qui vient, mais il l'intériorise. Et plus tard, lorsque nous passons à l'âge adulte, nous continuons à avoir besoin de cette sécurisation. Donc nous reprenons parfois à notre compte, à l'âge de 25 ans par exemple, des choses qu'on a rejetées de la part de nos parents à l'âge de 15 ans. Absolument. C'est ce que j'entends par intériorisation de l'autorité parentale. J'appelle ça des garde-fous. Oui. Mais des garde-fous qui sont à la fois par rapport à mon comportement, par rapport à mon honorabilité par exemple, par rapport à certains aspects culturels. Et quand c'est trop fort et que je n'arrive pas à remettre en question quoi que ce soit de cette autorité parentale intériorisée, là je peux avoir des difficultés. Mais comment je peux m'en rendre compte que je suis, on va dire, sous l'emprise de cette autorité parentale intériorisée? Déjà, dans le frottement avec d'autres personnes, vous constatez que vous n'avez pas forcément la même façon de voir, que vous n'avez pas la même optique. Ça commence, je crois, quand vous vous rendez compte d'un trop grand décalage. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à remettre en question leur certitude, soyons clairs sur ça. Tout est tellement ancré en eux, tout est tellement solidement en place que la terre peut s'écrouler autour, ils ne renonceront pas à leurs convictions. Maintenant, certains parleront de valeurs. Au lieu de parler de convictions, traduiront ça en valeurs, diront non, ça ce sont mes valeurs. Ce sont mes valeurs, mais après, une même valeur peut être respectée de façon soft, on va dire, bien respectée, très bien respectée, ou respectée de façon obsessionnelle. Absolument. C'est là qu'il y a des différences de niveau dans ce respect des valeurs. Celui qui est dans le respect inconditionnel et obsessionnel des valeurs, il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'il remette en question. Maintenant, si on rentre dans l'obsessionnalité, derrière, on a la peur de lâcher, ses bouées de sauvetage, en quelque sorte. D'où la question aussi, quand Amel Radouane vous disait percevoir un dysfonctionnement,
est-ce qu'on a tous envie de percevoir le dysfonctionnement? Parce qu'on n'est pas en fait des copies conformes les uns des autres et on agit tous de la même manière et puis on va constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas envie de rester dans ce mode de fonctionnement. Je peux m'en sortir ou finalement j'ai peur et je reste. Il y a quelque chose derrière qui régit tout ça, qui va me donner soit la possibilité de m'en sortir, soit au contraire, eh bien, la peur de m'en sortir. Et donc, quand vous dites il faut que la personne ait la possibilité de percevoir le dysfonctionnement dans lequel elle est qu'on a tous cette lucidité-là? En fait, le dysfonctionnement est apparent, qu'on le veuille ou pas, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le milieu du travail, au sein du couple ou dans ses relations sociales. Quand on parle de dysfonctionnement, c'est quand il y a un non-alignement avec la manière avec laquelle on voit les choses. On n'a pas les mêmes valeurs que les personnes qui, justement, nous reflètent ce dysfonctionnement ou que ce milieu qui nous reflète ce dysfonctionnement. Donc ce dysfonctionnement ou ces dysfonctionnements sont apparents. Et c'est comme ça qu'on les perçoit de toute façon parce que ça crée chez nous une sorte de frustration. On va reprendre l'exemple pour illustrer peut-être le fameux exemple de personnes qui sont incapables de dire non. Parce que, pourquoi je reprends cet exemple? Parce que beaucoup de téléspectateurs nous rapportent, nous ont fait la demande en fait de ce sujet-là par rapport à ça. Je suis incapable de dire non, je veux changer, mais je n'y arrive pas. J'ai peur d'être rejetée. Pour moi, dire non, c'est manquer de respect. Voilà. C'est-à-dire que ces gens sont fondamentalement conscients qu'il y a un dysfonctionnement, que ce n'est pas sain pour eux, que ce n'est pas bon, mais n'arrivent pas à faire autrement. C'est-à-dire, il y a toute la lucidité face au problème, mais comment passer à l'action? Eh bien, dès que quelqu'un, par exemple, ne serait-ce qu'un collègue qui demande à un autre de l'accompagner et qu'il faut faire la moitié de la ville pour le déposer et qu'il n'a pas le temps parce que... bref, quand ce collègue dit « tu peux me déposer ?» l'autre dit « oui, bien sûr », alors qu'au fond, il n'a pas envie de le faire. Voilà, donc est-ce qu'on peut tous avoir cette lucidité-là, cette capacité à changer, ou c'est un travail? C'est un travail qui doit se faire, qui nécessite parfois un accompagnement parce qu'il y a cette notion de chouma qui est culturelle, donc le fait de faire passer toujours l'autre avant nous, le fait de faire passer ses besoins après ceux des autres. Et là, c'est vraiment une véritable prise de conscience qui doit être faite par la personne pour se rendre compte de la nécessité de respecter ses besoins. Donc si vous me demandez quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne répond pas à un besoin particulier ou pour laquelle je ne suis pas alignée, il est naturel pour moi ou il est normal pour moi ou il doit être normal pour moi de dire non. Maintenant, peut-être pour que ça passe mieux, en tout cas quand on est au début de ce processus, voilà, absolument, je vais peut-être expliquer. Donc, je vais vous dire, voilà, en fait, ça ne m'arrange pas parce que je dois faire ceci, cela, etc. Donc, déjà, le fait d'expliquer, ça permet à la personne de s'exprimer. Et ça, c'est fondamental parce qu'encore une fois, dans notre culture, on ne s'exprime pas forcément tel qu'on souhaiterait le faire. Donc, c'est le fait d'expliquer pourquoi je dis non et pourquoi peut-être qu'on pourrait trouver un compromis pour que tout le monde, pour que tout se passe bien pour tout le monde. Mais ça, c'est se justifier presque. Ça, c'est ce qui est recommandé au début quand on commence. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait une communication. Cette communication est fondamentale. Il faut vraiment dire ce qu'on pense. Il faut être transparent, honnête avec soi-même et avec les autres. Alors, certains spécialistes disent, pardon, changer, c'est immédiat. Ce qui peut demander du temps, c'est la décision de changer. Et c'est ça qui fait le plus peur. C'est ça qui est le plus compliqué à prendre en considération. Vous êtes d'accord? Oui, la décision de changement doit être réfléchie. C'est pas, enfin, on ne prend pas la décision de changer du jour au lendemain. Donc, ça peut demander 6 mois pour les uns, 1 an ou 5 ans pour les autres. Ça dépend des enjeux et ça dépend du fameux pourquoi, justement, je veux changer. Parce que quand tout va bien, on n'a pas forcément envie de changer. Donc, après, on peut se dire, je peux changer ça, mais ça ne presse pas. Mais quand il y a urgence, là, il faut effectivement passer à l'action et donc voir comment faire en sorte de clarifier ce que l'on veut changer, parce que c'est bien beau de dire « je veux changer », mais je veux changer pourquoi? Clarifier. Alors justement, allons sur la clarification. Clarifier ce que l'on veut changer. Voilà. Comment on procède avec soi-même?
Alors, avant justement de passer à ce travail sur soi, comme j'ai dit tout à l'heure, le dysfonctionnement vient de l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur, l'environnement extérieur nous sert reflète en fait ce dysfonctionnement. Donc ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des difficultés. À quel niveau, par exemple? Comment savoir que c'est... Alors, prenons l'exemple du milieu professionnel qui est d'ailleurs très très courant. Quand la personne n'évolue pas dans son milieu professionnel, quand elle a des difficultés d'entente avec son patron, qu'elle n'est pas valorisée, qu'on ne prend pas au sérieux la qualité de son travail. Donc là, il arrive un moment où il se dit stop. Je sais ce que je vaux, je sais que je vaux mieux que ça et que même si aujourd'hui mon travail ne me reflète pas la qualité ou les compétences que j'ai aujourd'hui, je suis sûre de ce que je vaux et je ferai en sorte justement de mettre en avant et de valoriser ces qualités, que ça soit dans ce travail-là ou dans un autre travail. Mais cette personne a déjà, on va dire, un très bon point parce qu'elle a une forme de confiance en elle. C'est déjà très positif. Oui, mais ça, c'est l'urgence de la situation qui donne cette lucidité. Parce que, par exemple, quand on est mal... Dans certaines situations. Oui, c'est l'urgence et se dit, voilà, je ne veux plus de ça. Je sais ce que je vaux parce que c'est... on a, comme on dit, on a toutes les réponses en nous. Hein. Donc, quand on est poussé à faire quelque chose et que ça se fait de manière inconsciente, c'est que ce que vous êtes, votre être, vous dit stop, il faut vraiment passer à autre chose. Et parfois, c'est la vie, et c'est d'ailleurs un beau cadeau de Dieu, c'est la vie qui met sur notre chemin toutes ces difficultés qui font que justement ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on vaut et de la manière avec laquelle on veut mener notre vie et surtout de la manière avec laquelle on veut contribuer à se changer et à changer les autres. Monsieur de manière Jamoni, vous êtes d'accord avec cette image poétique du changement, des difficultés imagées par Amel Redouane à l'instant? Je suis absolument d'accord, avec peut-être, pour synthétiser, le fait que le changement doit passer d'abord par un processus intellectuel. Voilà, les éléments sont là, dans l'exemple qu'elle a pris. Je vaux plus que ça, etc., etc. On place des pions de réflexion et on essaye, en pesant le pour et le contre, d'arriver à une conviction. Pour moi, aucun changement ne peut réussir s'il n'y a pas au départ une forte conviction, ce qui revient à la motivation dont vous parliez tout à l'heure, une forte conviction que c'est bon pour moi ou pour mes proches, ou je veux changer. Et je vais changer parce que je suis sûr que c'est bon. Cette forte conviction est déjà le point indispensable au départ. Ensuite, il faut être outillé pour... Ensuite, il faut se poser des questions sur soi. Une fois cette réflexion intellectuelle menée, c'est la plus facile. Mais quand il faut se remettre en question, là, c'est une autre paire de manches. Nous avons tous des mécanismes, nous avons tous des habitudes de fonctionnement dans des situations données, comme celle de dire non, par exemple. Et à partir de là, il faut être conscient non seulement de ces automatismes-là, mais aussi, si possible, de leurs origines, l'origine de ces automatismes. Je sais pas, prenez par exemple quelqu'un qui vous dit « je veux maigrir, mon problème c'est que quand je suis énervé, je mange ». C'est bien d'en prendre conscience. Ensuite, quand j'en ai pris conscience, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir dans quelle situation je m'énerve et avec qui. Et je me prépare mentalement à vivre différemment ces situations-là. Qui m'énerve? Pourquoi? Qu'est-ce qui est touché à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que je ne réponds pas? Est-ce que je dis non alors que je veux dire oui? Comment je peux faire pour mieux maîtriser cet énervement? Et s'il arrive, ne plus l'associer au fait de courir à la pâtisserie la plus proche. C'est un travail de prise de conscience, en fait. Non seulement, on va dire, de nos réglages, comment ils sont, mais aussi comment intervenir quand ces mauvais réglages prennent le pas sur notre décision de ne pas nous laisser
courir à la pâtisserie la plus proche. Mais par exemple, pour cet exemple en particulier, justement, ça c'est vraiment très récurrent. La même chose, se jeter sur du chocolat quand ça ne va pas. Toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut en connaître l'origine? Ben oui, je crois qu'avec un questionnement profond ou en étant accompagné, cette histoire de se précipiter pour manger quelque chose, ben le plus souvent, quand vous aviez 2 ans ou 1 an, au moindre pleur, la tétine, le pain, quelque chose dans la bouche, à la moindre colère, ce sont des choses qui sont inscrites en nous depuis très tôt. C'est vrai. Mais chacun peut se poser des questions. Et après des efforts personnels, se faire accompagner, c'est nécessaire. Mais il y a toujours une cause ancienne et qui nous fait encore fonctionner aujourd'hui. Alors justement, on continue juste après la pause avec le plan d'action qu'il faut mettre en place pour arriver à mener son projet de changement à bien. Restez avec nous sur Média TV, on se dit tout. On revient également avec le docteur Mustapha Naudali. Guérison et auto-guérison, c'est un livre écrit par un médecin. On vous en dit plus sur le plateau dans un petit moment. À tout de suite. On se dit tout aujourd'hui, on se dit tout pour tout changer. Justement, est-ce qu'on peut tout changer? Eh bien, revenez à la première partie de l'émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site mediantv.com. Mais je vous synthétise très vite ce qui a été discuté jusque-là avec M. Jarmouni Abli. Il est psychologue et psychothérapeute et Mme Amel Redouane, master coach certifié, experte de la loi d'attraction. On ne peut pas tout changer, c'est sûr, mais on peut prendre conscience et on peut prendre confiance en soi et mettre en place un plan d'action pour mener à bien son changement, son projet de changement. On revient justement pour définir pour vous ce fameux plan d'action, mais juste avant, Amel Redouane, vous êtes experte de la loi d'attraction. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, le besoin de changement? Ok. Alors en fait, la loi d'attraction est une loi universelle, est une loi physique universelle qui existe, qui régit nos vies, qu'on ne voit pas, mais qui existe aussi bien que la loi de la gravité, que la théorie des corps. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret, même si on ne la voit pas avec nos yeux d'être humain. Alors la loi d'attraction stipule que nous attirons tout dans notre vie et que nous le faisons par le pouvoir de nos pensées et de nos émotions. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prendre conscience, même si ça peut faire peur au départ, il faut prendre conscience que nous l'avons attiré à nous de manière consciente ou inconsciente, hein, parce que c'est vraiment ça le pouvoir de la pensée sur la création de notre réalité. Pourquoi? Parce que nos pensées et nos émotions émettent des ondes, et ça a été prouvé scientifiquement, émettent des ondes qui en fait mettent leur parallèle en mouvement. Donc concrètement, si nous avons une colère qui est ancrée en nous depuis très longtemps, eh bien, nous continuerons à attirer les personnes et les situations qui vont nous mettre en colère jusqu'au jour où on va prendre conscience de la nécessité de se libérer de cette colère-là. C'est ça ce que ça veut dire de manière concrète. Alors maintenant, quel est le rapport avec le changement? Il faut savoir que si on veut réussir son changement, donc là, on commence le plan d'action. Oui, il faut absolument maîtriser les principes de la loi d'attraction. Il faut non seulement les connaître, mais il faut savoir les appliquer. Ça, c'est fondamental parce qu'il y a des livres sur ça. Vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle www.amel-radouane.com où justement, je propose un certain nombre de ressources pour les personnes qui veulent transformer leur vie grâce à la loi d'attraction et dans lequel j'offre un e-book gratuit pour les personnes qui veulent transformer leur vie grâce à la loi d'attraction avec une sorte de plan d'action à suivre. Donc il y a comme début, comme une introduction, cette prise de conscience de la possibilité qu'on a à changer sa vie avec la loi d'attraction. Et dans cet e-book, je partage aussi des conseils concrets et applicables pour pouvoir... Un exemple, justement. Alors, un exemple, vous ne pouvez pas changer une situation, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein qui l'a dit, on ne peut pas changer une situation avec le même esprit qu'il a créé. Autrement dit,
En gardant l'exemple de la colère, en fait, vous ne pouvez pas changer une relation, parce que la colère, c'est quand on est en interaction avec une personne ou une situation, on ne peut pas changer cette situation avec le même esprit qui l'a créée. Donc, si je veux changer cette situation, on le disait tout à l'heure, il faut savoir par quoi je veux changer la chose. Mais se dire je veux changer, c'est très vague, mais qu'est-ce que je veux en remplacement de cette situation? Donc, en remplacement de cette situation, je voudrais avoir une situation plus harmonieuse, plus sereine, Je vais vous donner un exemple. Oui. Alors, par exemple, on va prendre le cas d'un couple où ça va très mal. Oui. Où ça va très très mal, où parfois c'est violent, et ça c'est vraiment des choses que je n'invente pas, qui existent, et souvent on dit des femmes ont du mal à partir, malgré la violence exercée. Alors, qu'est-ce que la loi d'attraction propose pour une femme victime de violences conjugales, par exemple? Alors, pour ne pas rester sur le superficiel ou le petit changement, mais vraiment pour... un changement de fond, oui. Alors, dans le cas des violences conjugales, ce qui se passe en général, c'est que, bon, il y a déjà le côté éducation, donc chouma, il faut que la femme tsbar, c'est ce qui se répète, hein, donc il faut qu'elle continue à supporter malgré cette violence conjugale, etc. Mais si cette femme veut justement passer outre ces problèmes, il faut qu'elle apprenne à travailler sur elle, il faut qu'elle apprenne à se débarrasser de la dépendance affective. Et quand vous dites il faut qu'elle apprenne, oui. C'est des outils concrets. Hein. C'est des outils concrets. Là, je vous en parle parce que, bon, j'explique aux téléspectateurs... C'est comme si elle était responsable. Quand on dit, moi, en tant que téléspectatrice, je me mets à la place de cette femme. Oui. C'est une femme victime de violences conjugales, physiques ou morales, qui entend, elle doit apprendre à... Elle doit apprendre, déjà qu'elle est dans une forme d'inaction face à son problème. Et en plus, on dit, il faut que tu apprennes. C'est comme si, en fait, tu étais une incapable et jusque-là, tu ne sais pas t'en sortir et tu ne sais pas... tu ne sais pas faire ce qu'il faut faire. Ok. Alors là, merci pour cette question parce qu'elle revient souvent. En fait, là, il s'agit de dédramatiser la situation et de dire à la personne que ce n'est pas de sa faute parce qu'elle n'a pas appris justement comment... Enfin, elle n'a pas appris. Nous n'avons pas appris. On n'est pas né avec un bouquin qui nous dit voilà comment on doit vivre et voilà comment on doit faire pour réussir notre vie. Hein. Donc la vie est un processus de changement, d'apprentissage. Voilà. Donc... on lui dit, ce n'est pas de ta faute, ok, mais il faut juste que tu prennes conscience que ça, c'est la résultante d'un certain nombre de pensées et de croyances que tu as. Donc, si tu veux changer cette situation, il va falloir te libérer de ces sentiments et des croyances que tu as qui sont relatifs à la relation de couple. Donc, si intérieurement ou inconsciemment, pour elle, cette notion de violence conjugale est normale parce qu'elle a ça dans sa famille, donc c'est ancré en elle, elle va continuer à reproduire ce même schéma de pensée. Et donc, et ça on le retrouve souvent, hein, une maman qui connaît des difficultés relationnelles de couple ou des violences conjugales, eh bien, ses enfants vivent à peu près la même chose parce qu'ils ont vécu justement dans cette ambiance-là. Vous en pensez quoi, Monsieur Jarmoniable? Est-ce que la loi d'attraction, telle qu'expliquée par Madame Amal Redouane, rejoint un peu les principes de la psychologie? Les principes de la psychologie ressemblent à ça dans le sens où, par nos attitudes, nos comportements, nous pouvons favoriser ou défavoriser un certain nombre de choses. Vous parlez de violences faites aux femmes. Je ne parle pas de cas extrêmes, bien sûr, mais je pense que dans certains cas, il y a une espèce de... pas de complicité dans la violence, mais une acceptation de la violence par la femme. Et encore une fois, je ne parle pas de cas extrêmes, mais dans certaines circonstances, la violence se déclenche parce qu'elle est acceptée en face. Je suis intimement convaincu que pour une partie de ces femmes-là, au moins, si elles ont le désir de réagir à la première gifle, ça peut s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là. Donc il y a... Alors moi, je n'appellerais pas ça loi d'attraction, qui ressemble, mais nous sommes co-responsables de nos comportements. Souvent, vous, les spécialistes, on a chaque fois le choix.
Oui. On a le choix. Je ne dis pas qu'on a à chaque fois le choix. Je connais malheureusement des cas où certaines personnes, dans ce cas-là, n'auraient pour choix que de sortir mendier dans la rue. J'appelle pas ça un choix, surtout quand on a des enfants. Donc on n'a pas toujours le choix. On a dans beaucoup de circonstances, on a la possibilité de choisir, mais dans certaines, non. Dans certaines, non. Après, le processus du changement, comme ça a été dit, il y a déjà un aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'on ne change pas tout seul. Nous sommes des animaux sociaux. Quelle que soit la chose que je veux changer, je vais la changer avec d'autres. En interaction. En interaction avec ou d'autres. Ou en conséquence, c'est-à-dire je change, ils changent. Je les entraîne avec moi. Dans les deux cas sont vrais. Vous pouvez décider de changer une relation dans le couple pour rester dans le couple. Voilà, mon conjoint, je constate que telle chose, je vais changer telle attitude, et ça devrait amener un changement chez lui. Ce qui piège certaines personnes d'ailleurs. Elles rentrent dans un processus de concession, jusqu'à ne plus exister dans le couple. Donc là aussi, il y a ou de bras de fer aussi. Ou de bras de fer. Ou de bras de fer, les deux sont là. Mais quand on veut changer quelque chose, on change forcément avec d'autres, avec des collègues, avec un supérieur hiérarchique, avec des enfants, avec un conjoint. Il faut prendre en compte cette dimension sociale du changement. La seule chose que vous pouvez changer seul, c'est la manière de vous brosser les dents. Mais tout le reste, vous êtes en interaction avec des gens. Et changer pour l'autre? Changer pour l'autre à condition de ne pas se piéger soi-même dans les besoins de l'autre et de s'oublier d'oublier ses propres besoins. Parce qu'il y a aussi le cas des personnes, par exemple, on reste dans le couple. La conduite du changement en entreprise, c'est un sujet, on va dire, pour les gens qui sont en milieu professionnel, ils en bénéficient, on va dire, beaucoup. Mais dans l'intimité, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, on en parle rarement du changement. C'est pour ça qu'on a axé surtout aujourd'hui notre discussion, par exemple, à travers les différents exemples, notamment la prise de poids, manger quand on est énervé, le couple aussi. Par exemple, dans l'histoire du couple, une femme qui se plaint constamment du comportement de son époux. Donc elle se plaint, elle lui fait la remarque et il se dit « je dois changer pour elle ». Mais ça reste, on va dire, dans le non palpable, c'est-à-dire qu'il sait qu'il doit changer, mais il ne sait pas, il doit changer pour lui faire plaisir, pour qu'elle soit plus heureuse, mais il ne sait pas comment changer. Ça ne peut pas marcher s'il veut changer pour lui faire plaisir. Ça peut marcher s'il est convaincu. Je parlais tout à l'heure de conviction intime. Oui. S'il est convaincu que les reproches de son épouse sont justifiés et qu'il fait son propre diagnostic de lui-même, qu'il mette devant lui les bénéfices à modifier son comportement et les pertes à maintenir le même comportement, là, on est dans quelque chose de plus solide. Il faut que la motivation soit intérieure. Je ne crois pas beaucoup aux changements qui viennent des autres, de la demande des autres. Surtout si on est dans un rapport de force défavorable, plutôt favorable. Quand vous êtes en position de force dans une relation, l'autre peut dire et penser tout ce qu'il veut. Parce qu'il est en quelque sorte mis dans une situation il est démuni face à vous. Il ne peut pas se défendre. Toutes ces demandes, même légitimes, vous pouvez y répondre si vous avez envie ou pas. Donc, je ne crois pas que le changement soit plus facilement réussi. Il faut vraiment que je me sente, moi, concerné par l'idée du changement. Que ça vienne de moi. La conviction profonde du besoin de changement. Se donner le temps et se dire que le processus, eh bien, met du temps. Et qu'il implique aussi, en interaction, l'environnement dans lequel on évolue. C'est bien résumé ? Tout à fait. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange avec vous. Monsieur Jarmouni Abdelila, psychologue, psychothérapeute, Amar Redouane, master coach certifié experte de la loi d'attraction. Merci justement de nous avoir communiqué votre site sur lequel on peut retrouver pas mal de ressources pour les personnes qui ont envie d'avancer un peu plus sur la fameuse loi d'attraction qui, franchement, moi, honnêtement, elle me fait peur, cette loi d'attraction. Non, il faut... à certains niveaux. Elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup. En tout cas, je reste sur le plateau et je retrouve tout de suite pour une belle discussion le docteur Mustapha Naudeli.
À tout de suite pour l'esprit au-delà de la médecine. Et là, je vous emmène à la découverte d'un livre, Guérison et auto-guérison. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que c'est un médecin qui l'a écrit, un médecin qui vous dit que l'esprit peut être plus fort que la médecine. Quand mon corps parle, je l'écoute. Docteur Mustafa Noudali, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Merci Yasmina de m'avoir invité. Avec plaisir, Sidi. Vous êtes médecin anti-âge et surtout immunologiste. Absolument, je suis dans l'immunologie. Absolument. Et vous avez écrit ce livre, L'esprit au-delà de la médecine. Pourquoi docteur Noudali? Et j'insiste sur docteur. Très bien. Alors le fait, c'est que on est effrayé des maladies. Et plus ou moins, lorsqu'on tombe dans une maladie quiconque, on commence à un peu être bouleversé, comment faire face et comment s'en sortir. Alors moi, j'étais un peu très épanoui par un système de défense qui nous protège de toute agression, que ce soit environnementale ou bien que ce soit des agressions de nous-mêmes. Alors, je me suis spécialisé dans l'immunologie, qui reste toujours un système immunitaire qui peut protéger le corps de bactéries, de virus, mais aussi d'autres agressions qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, et qui reste toujours une alimentation non saine, qui peut rester toujours un sommeil trop mauvais, qui reste aussi des émotions très tordues. Donc en fait, ça revient à parler d'immunologie. Absolument. Quand mon corps parle, je l'écoute. L'esprit au-delà de la médecine. Alors l'esprit, par contre, est-ce que ça fait partie de l'immunologie? L'esprit, plus ou moins, c'est que lorsqu'on voit le corps tout entier, c'est un corps qui est un ensemble d'organes. Et le système immunitaire, qui reste toujours un protecteur, est un organe. Okay? Le cerveau est un organe, les autres organes, vous les connaissez, le cœur, les reins, voilà. Et il y a une relation très étroite de tous ces organes pour former ou compléter un corps plus ou moins qui est bien, qui est intégral, qui est complet. Alors, on le sait très bien, il y a soi-disant une doctrine qu'on dit que un corps sain est dans un soi-disant un cerveau sain est dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Alors moi, je sors un peu et je définis l'esprit par une identité, une définition à part, et le cerveau est à part. Okay. Parce que quelle est la relation vraiment entre, soi-disant, un esprit... L'esprit, c'est l'âme? L'âme, okay. Absolument. Alors, l'esprit, c'est l'âme. L'esprit, c'est des croyances, c'est une culture, c'est un vécu, c'est quelque chose qu'on a pris de nos parents, de notre environnement, de notre patrimoine. Alors, par exemple, lorsqu'on voit le drapeau dans un événement, un drapeau marocain, on a toutes ces sensations de bien-être, de joie, de fierté, d'un patrimoine qu'on aime beaucoup. Alors, c'est la même chose, c'est que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu manges, tout ce que tu touches, ça donne une sensation. Oui. Et cette sensation, elle est évaluée par qui? Par ton vécu, par ton parcours. C'est ta pensée, c'est ton esprit. Ça devient un esprit. Quand on dit tu as un esprit ouvert, tu as un esprit tordu, rigide. C'est la façon comment tu évalues une pensée. Et cette pensée, plus ou moins... Elle va envoyer des ondes. Elle est transmise au cerveau. Et le cerveau qui va la transmettre par des hormones, neurotransmetteurs, et par un câble qu'ils ont par des neurones, plus ou moins. Ils sont tellement beaucoup, 1 million presque et bien plus, et qui vont se rencontrer, ces neurones, par des synapses. Et ces synapses qui vont transmettre un message électrochimique au reste du corps. D'accord. Alors, moi, je sais, on a abordé que... Et donc, ça va stimuler mon immunité, mes défenses immunitaires? Ça va stimuler une symphonie hormonale. OK. Et cette symphonie hormonale, ça peut être ton système immunitaire pour te protéger, te libérer, t'épanouir, ou bien aussi de te donner de l'énergie, ou bien de te donner la faim, la satiété, le plaisir,
la procréation et tout. Alors, docteur Nodali, justement, vous êtes immunologiste, mais vous êtes également spécialiste de la médecine anti-âge. Très bien. Est-ce que la médecine anti-âge n'est pas un petit peu en contradiction avec votre livre, L'esprit au-delà de la médecine, quand mon corps parle, je l'écoute? Parce que la médecine anti-âge cherche à changer ce corps, justement. À préserver, je dirais. À changer, je dirais. Je dirais, par les injections, par les liftings, ça c'est l'esthétique. Ça c'est l'esthétique. L'anti-âge, plus ou moins, c'est de préserver une capacité d'énergie qui est capitale à nous-mêmes et de ne pas rentrer dans les maladies. Ça veut dire rester jeune dans son esprit. Mais quand on parle aux spécialistes de la médecine anti-âge de façon générale, il définit. Alors, il y a médecine anti-âge et chirurgie anti-âge. Il y a la médecine esthétique et chirurgie esthétique. Mais par contre, on voit souvent médecine esthétique anti-âge. Anti-âge, c'est de comprendre exactement quels sont les facteurs qui peuvent vraiment nous rendre vieux. Okay. Par exemple, il y a pas l'utilisation de botox, d'acide hyaluronique. Non, ça c'est l'esthétique. Ça c'est l'esthétique. Très bien. L'anti-âge, c'est de préserver une capacité énergétique qui est favorable à un bien-être. Okay. C'est de l'épanouissement, le rire, le partage, le don, la bonne alimentation, le sommeil, l'anti-stress. Ça, c'est l'anti-âge. Ok. D'accord ? Donc ça rejoint parfaitement, on va dire, l'esprit du livre. Absolument. Mais quand vous dites « quand mon corps parle », je zappe constamment corps et je dis quand mon corps parle, je l'écoute. Ça veut dire quoi exactement? Le corps envoie des signaux? Il t'envoie des signaux, le corps. Lorsque tu as, soi-disant, tu as soif, il te dit « j'ai soif ». Oui, ça c'est des signaux, on va dire, fatigué, qui sont évidents, palpables par tous. Absolument. La soif, la faim, le sommeil, la fatigue et tout ça. À fait. Mais au-delà de ça, pour vous, parce que bon, ça c'est pas nouveau, les signaux de la soif, de la faim. Mais pour vous, quand vous avez choisi ce titre, il veut dire quoi pour vous en tant que médecin? Alors, pour moi, lorsque, par exemple, quelqu'un qui fume, d'accord, il commence à tousser. Alors son corps, il commence à avoir du phlegme. Et son corps, il lui dit qu'il y a quelque chose qu'il ne peut plus supporter. Ça serait meilleur d'arrêter. Et la personne décide de ne pas s'arrêter. Et à un certain moment de temps, on passe à la bronchite. Il y a une bronchite aiguë, et on commence à avoir plus ou moins un traitement typique antibiotique, et tout va bien, et la personne lui fait une récidive au moins 3 fois par an. Ça veut dire qu'il y a des séquelles qui se sont tracées dans ses poumons, et ils peuvent toujours avoir des récidives. Alors quelqu'un, plus ou moins, il se fait un problème d'arythmie cardiovasculaire, des palpitations. Il ne va pas s'attendre, le corps, il lui parle, il lui dit c'est au-delà de mon moyen. Je ne peux pas tenir par ta façon de vivre, que ce soit ton sommeil qui n'est pas adéquat, rester trop stressé, ne pas manger bien, fumer et d'autres choses qui ne sont mauvaises pratiques. Il lui dit il y a quelque chose qui ne va pas. Respiration. Les gens aussi dans les maladies auto-immunitaires. Auto-immunitaire, c'est un système immunitaire qui est trop hyperactif de te défendre. À un certain moment de temps, il perd l'équilibre et il peut t'agresser toi-même. Il peut se tourner contre toi. Alors il y a des gens, ils ont la psoriasis, ils ont les problèmes de pelade, ils ont le vitiligo, ils ont l'Hashimoto de la thyroïde qui est hypoactive, mais elle est secondaire, ça veut dire agressée par un stresseur. Alors, lorsque le corps te parle, ça veut dire qu'il peut te donner certains symptômes pour changer tes habitudes. Mais pour les maladies auto-immunes, docteur Nodali, souvent on ne sait pas pourquoi le corps, on va dire, se retourne vers lui-même. Pourquoi Contre lui-même. Contre lui-même, oui. Absolument. Absolument, merci de me reprendre. Contre lui-même. Souvent, les spécialistes parlent de maladies auto-immunes comme une fatalité. On ne sait pas pourquoi ça se produit. Les choses ont changé maintenant. On sait très bien que toutes les maladies auto-immunitaires, elles ont une origine émotionnelle qui est erronée, qui est tordue, qui n'est pas dans sa place. Donc l'origine est émotionnelle. Alors le fait, tout médecin le sait très bien, que le cerveau, on est de 3 parties. Il y a un cerveau qui reste toujours, on l'appelle sympathique, qui est protecteur.
et un autre cerveau qui est parasympathique, qui est reconstructeur. Voyez? Et entre les deux, il y a un système limbique qui est émotionnel. Alors la plupart du temps, il y a des émotions qui sont tordues et ils nous mènent à vivre plus dans le sympathique que dans le parasympathique. Et donc il y a un déséquilibre entre les Un déséquilibre. Et ce qui est étonnant, c'est que le système parasympathique, qui est reconstructeur, c'est lui qui gère l'intestin. Et l'intestin est un organe considéré comme le deuxième cerveau. Il est adhéré à 60% du système immunitaire. Et là, on commence à avoir une problématique avec l'intestin, les ballonnements, les constipations, mais aussi un intestin perméable qui se dissipe et une hyper-réactivité d'un système immunitaire et on tombe dans les maladies auto-immunitaires. En tout cas, Dr Mustapha Nnoudali, guérison et auto-guérison. Quand mon corps parle, je l'écoute. Ça, c'est votre livre, justement. Et les téléspectateurs peuvent le trouver dans différentes librairies du Royaume. Au plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, Dr Nnoudali. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes spécialiste en immunologie, également médecin anti-âge. Restez avec nous sur Médien TV. La suite des programmes dans un instant. Quant à moi, eh bien, c'est un plaisir pour moi et pour toute l'équipe de vous accompagner pendant cette heure-ci sur Médien TV. À très vite. Merci beaucoup.